Mortimer, cherchant d'abord le renseignement, avait fait quérir le Lord Mayor de Harwich. Savait-il où se trouvaient les troupes royales? Quel était le plus proche château qui pouvait offrir abri à la reine le temps qu'on débarquât les hommes et qu'on déchargeât les navires? « Nous sommes ici, déclara Mortimer au Lord Mayor, pour aider le roi Édouard à se défaire des mauvais conseillers dont gémit son royaume, et pour remettre la reine en l'état qui lui est dû. Nous n'avons donc point d'autre intention que celle inspirée par la volonté des barons et de tout le peuple d'Angleterre. » Voilà qui était bref, clair, ce que Roger Mortimer répéterait à chaque halte afin d'expliquer aux gens qui s'en pourraient surprendre l'arrivée de cette armée étrangère. Le Lord Mayor, un vieil homme dont les cheveux blancs voletaient et qui frissonnait dans sa robe, non point de froid mais de peur, ne paraissait guère avoir d'informations. Le roi, on disait qu'il était à Londres, à moins qu'il ne fût à Portsmouth. En tout cas, à Portsmouth, une grande flotte devait être rassemblée, puisque Ordre du mois dernier avait commandé à tous les bateaux de s'y diriger pour prévenir une invasion française. Cela expliquait qu'il y eût si peu de navires dans le port. Lord Mortimer ne négligea pas de montrer à ce moment quelque fierté, et particulièrement devant messire de Hainaut, car il avait fait habilement répandre par des émissaires son intention de débarquer sur la côte sud. La ruse avait pleinement réussi. Mais Jean de Hainaut pouvait être orgueilleux pour sa part de ces mariniers hollandais qui avaient tenu leur cap en dépit de la tempête. La région n'était point gardée. Le Lord Mayor n'avait pas connaissance de mouvements de troupes dans les parages, ni reçu autre consigne que celle de surveillance habituelle. Un lieu où se retrancher? Le Lord Mayor suggérait l'abbaye de Walton, à 3 lieues au sud en contournant les eaux. Il était fort désireux au fond de soi de se débarrasser sur les moines du soin d'abriter cette compagnie. Il fallait constituer une escorte de protection pour la reine. « Je la commanderai !» s'écria Jean de Hainaut. « Et le débarquement de vos ennuyés, messire, dit Mortimer. Qui va y veiller? Et combien de temps cela va-t-il prendre? 3 grosses journées, pour qu'il soit constitué en ordre de marche. Je laisserai à y pourvoir Philippe de Chasteau, mon maître écuyer. » Le plus grand souci de Mortimer concernait les messagers secrets qu'il avait envoyés de Hollande vers l'évêque Halton et le comte de Lancastre. Ces derniers avaient-ils été joints, prévenus en temps voulu? Et où étaient-ils présentement? Par les moines, on pourrait sans doute le savoir, et dépêcher des chevaucheurs qui, de monastère en monastère, parviendraient jusqu'aux 2 chefs de la résistance intérieure. Autoritaire, calme en apparence, Mortimer arpentait la grande rue de Harwich, bordée de maisons basses. Il se retournait impatient de voir se former l'escorte, redescendait au port pour presser le débarquement des chevaux, revenait à l'auberge des 3 Coupes où la reine et le prince Édouard attendaient leur monture. En cette même rue qu'il foulait, passerait et repasserait pendant plusieurs siècles l'histoire de l'Angleterre. Enfin, l'escorte fut prête. Les chevaliers arrivaient, se rangeant par 4 de front et occupant ainsi toute la largeur de High Street. Les goujats couraient à côté des chevaux pour fixer une dernière boucle au caparaçon. Les lances oscillaient devant les étroites fenêtres. Les épées tintaient contre les genouillères. On aida la reine à monter sur son palefroid, et puis la chevauchée commença à travers la campagne vallonnée, aux arbres clairsemés, aux landes envahies par la marée et aux rares maisons coiffées de toits de chaume. Derrière des haies basses, des moutons à laine épaisse broutaient l'herbe autour des flaques d'eau saumâtre. Un pays assez triste en somme, enveloppé dans la brume de l'estuaire. Mais Kent, Cromwell, Holspey, la poignée d'Anglais et Maltravers lui-même, tout malade qu'il fût encore, regardaient ce paysage, se regardaient, et les larmes leur brillaient aux yeux. Cette terre-là, c'était celle de l'Angleterre. Et soudain, à cause d'un cheval de ferme qui avançait la tête par-dessus la demi-porte d'une écurie et qui se mit à hennir au passage de la cavalcade, Roger Mortimer sentit fondre sur lui l'émotion du pays retrouvé. Cette joie si longtemps attendue, et qu'il n'avait pas encore ressentie tant il avait de graves pensées en tête et de décisions à prendre. Il venait de la rencontrer, au milieu de la campagne, parce qu'un cheval anglais hennissait vers les chevaux de Flandre. 3 ans d'exil, d'attente et d'espérance. Mortimer se revit tel qu'il était la nuit de son évasion de la tour, tout trempé, glissant dans une barque au milieu de la Tamise pour atteindre un cheval sur l'autre rive. Et voici qu'il revenait, ses armoiries brodées sur la poitrine, et 1000 lances avec lui pour soutenir son combat. Il revenait, amant de cette reine à laquelle il avait si fort rêvé en prison. La vie survient parfois semblable au songe qu'on en a fait, et c'est seulement alors qu'on peut se dire heureux. Il tourna les yeux dans un mouvement de gratitude et de partage vers la reine Isabelle, vers ce beau profil, serti dans le tissu d'acier et où l'œil brillait comme un saphir.
Mais Mortimer vit que messire Jean de Hainaut, qui marchait de l'autre côté de l'arène, la regardait aussi, et sa grande joie tomba d'un coup. Il eut l'impression d'avoir déjà connu cet instant-là et de le revivre, et il en fut troublé, car peu de sentiments en vérité sont aussi inquiétants que celui qui parfois nous assaille de reconnaître un chemin où l'on n'est jamais passé. Et puis il se souvint de la route de Paris, le jour où il était allé accueillir Isabelle à son arrivée, et se rappela Robert d'Artois cheminant auprès de la reine comme Jean de Hainaut à présent. Et il entendit la reine prononcer « Messire Jean, je vous dois tout, et d'abord d'être ici. » Mortimer se renfrogna, se montra sombre, brusque, distant pendant tout le reste du parcours. Et encore lorsqu'on fut parvenu chez les moines de Welton, et que chacun s'installa, qui dans le logis abbatial, qui dans l'hôtellerie, et la plupart des hommes d'armes dans les granges. À ce point que la reine Isabelle, lorsqu'elle se retira au soir avec son amant, lui demanda « Mais qu'avez-vous eu toute cette fin de journée, gentil Mortimer ?»« J'ai, madame, que je croyais avoir bien servi ma reine et mon ami. »« Et qui vous a dit, beau sire, que vous ne l'avez point fait ?»« Je pensais, madame, que c'était à moi que vous deviez votre retour en ce royaume. »« Mais qui a prétendu que je ne vous le devais point ?»« Vous-même, madame, vous-même. Vous l'avez déclaré devant moi à messire de Hainaut, en lui rendant grâce de tout. »« Oh, Mortimer, mon doux ami !» s'écria la reine. « Comme vous prenez ombrage de toute parole, quel mal y a-t-il vraiment à remercier qui vous oblige ?»« Je prends ombrage de ce qui est, » répliqua Mortimer. « Je prends ombrage des paroles, comme je prends ombrage aussi de certains regards dont j'espérais loyalement que vous ne les deviez adresser qu'à moi. Vous êtes flirteuse, madame, ce que je n'attendais point. Vous flirtez. » La reine était lasse. Les 3 jours de mauvaise mer, l'inquiétude d'un débarquement fort aventureux, et pour finir cette course de 4 lieues, l'avaient mise en suffisante épreuve. Connaissait-on beaucoup de femmes qui en eussent supporté autant sans jamais se plaindre, ni causer de soucis à personne ? Elle attendait plutôt un compliment pour sa vaillance que des remontrances de jalousie. « Quel flirtage, ami, je vous le demande !» dit-elle avec impatience. « L'amitié chaste que messire de Hainaut m'avouait peut porter à rire, mais elle vient d'un bon cœur, et n'oubliez pas en outre qu'elle nous vaut les troupes que nous avons ici. Souffrez donc que, sans l'encourager, j'y réponde un peu, car comptez donc nos Anglais, et comptez ces Hainautiers. C'est pour vous aussi que je souris à cet homme qui vous irrite tant. À mal agir, on découvre toujours quelques bonnes raisons. Messire de Hainaut vous sert par grand amour, je le veux bien, mais non jusqu'à refuser l'or dont on le paie pour cela. Il ne vous est donc point besoin de lui offrir si tendre sourire. Je suis humilié pour vous de vous voir déchoir de cette hauteur de pureté où je vous plaçais. » « Cette hauteur de pureté, ami Mortimer, vous n'avez pas paru blessé que j'en déchusse le jour où ce fut dans vos bras. » C'était leur première brouille. Fallait-il qu'elle éclatât juste ce jour-là, qu'ils avaient tant espéré, et pour lequel pendant tant de mois ils avaient uni leurs efforts. « Ami, » ajouta plus doucement la reine, « cette grande ire qui vous prend, ne viendrait-elle pas de ce que je vais être à présent à moins de distance de mon époux, et que l'amour nous sera moins facile ?» Mortimer baissa le front qui barrait ses rudes sourcils. « Je crois, en effet, madame, que maintenant que vous voici sur le sol de votre royaume, il nous faut faire couche séparée. »« C'est tout juste ce dont j'allais vous prier, doux ami, » répondit Isabelle. Il passa la porte de la chambre. Il ne verrait pas sa maîtresse pleurer. Où étaient-elles, les heureuses nuits de France? Dans le couloir du logis abbatial, Mortimer rencontra le jeune prince Édouard, portant un cierge qui éclairait son mince et blanc visage. Était-il là pour épier? « Vous ne dormez point, my lord ?» lui demanda Mortimer. « Non, je vous cherchais, my lord. Pour vous prier de me dépêcher votre secrétaire, je voudrais ce soir, de mon retour au royaume, envoyer une lettre à madame Philippa. » L'heure de lumière. Ah, très bon et puissant seigneur Guillaume, comte de Hainaut, Hollande et Zélande. Mon très cher et très aimé frère, en la garde de Dieu, salut. Or nous étions encore à mettre sur pied nos bannières autour du port marin de Harwich, et la reine a campé en l'abbaye de Welton, quand la bonne nouvelle nous est parvenue que monseigneur Henri de Lancastre, qui est cousin au roi Édouard et qu'on appelle communément ici le lord au torse-col, à cause qu'il a la tête plantée de travers, était en marche pour nous rencontrer avec une armée de barons et chevaliers et autres hommes levés sur leurs terres, et aussi les lords évêques de Hereford, Norwich et Lincoln, pour se mettre tous au service de la reine, Madame Isabelle. Et monseigneur de Norfolk, maréchal d'Angleterre,
s'annonçait pour sa part et dans les mêmes intentions avec ses troupes vaillantes. Nos bannières et celles des lords de Lancastre et de Norfolk se sont rejointes en une place nommée Bury Saint-Edmond, où il y avait marché, justement, ce jour-là, qui se tenait à même les rues. La rencontre se fit dans une liesse que je ne puis vous peindre. Les chevaliers sautant à bas de leurs destriers, se reconnaissant, s'embrassant à l'accolade, Monseigneur de Kent et Monseigneur de Norfolk poitrine sur poitrine, et tout en larmes comme de vrais frères longtemps séparés, et Messire de Mortimer en faisant autant avec le seigneur évêque de Hereford, et Monseigneur au torse-col baisant aux joues le prince Édouard, et tous courant au cheval de la reine pour fêter celle-ci et poser les lèvres à la frange de sa robe. Ne serais-je venu au royaume d'Angleterre que pour voir cela, tant d'amour et de joie se pressant autour de Madame Isabelle, je me sentirais assez payé de mes peines. D'autant que le peuple de Saint-Edmond, abandonnant ses volailles et légumes étalés à l'éventaire, s'était joint à l'allégresse, et qu'il parvenait sans cesse du monde de la campagne alentour. La reine m'a présenté avec force compliments et gentillesse à tous les seigneurs anglais. Et puis, j'avais pour me désigner nos 1000 lances de Hollande derrière moi, et j'ai fierté, mon très aimé frère, de la noble figure que nos chevaliers ont montrée devant ces seigneurs d'outre-mer. La reine n'a pas manqué non plus de déclarer à tous ceux de sa parenté et de son parti que c'était grâce au Lord Mortimer qu'elle était ainsi de retour et si fortement appuyée. Elle a hautement loué les services de Monseigneur de Mortimer et ordonné qu'on se conformât en tout à son conseil. D'ailleurs, Madame Isabelle elle-même ne prend aucun décret sans s'être auparavant consultée à lui. Elle l'aime et en fait de venture, mais ce ne peut être que de chaste amour, quoiqu'en prétendent les langues toujours prêtes à médire, car elle mettrait plus de soin à dissimuler s'il en était autrement. Et je sais bien aussi, aux yeux qu'elle a pour moi, qu'elle ne pourrait me regarder de telle sorte si sa foi n'était libre. J'avais craint un peu à Walton que leur amitié, pour un motif que je ne sais, se fût refroidie un petit, mais tout prouve qu'il n'en est rien et qu'ils restent bien unis. De laquelle chose je me réjouis, car il est naturel qu'on aime Madame Isabelle pour toutes les belles et bonnes qualités qu'elle a. Et je voudrais que chacun lui montrât même amour que celui que je lui dévoue. Les seigneurs évêques ont apporté des fonds avec eux, à suffisance, et promis qu'ils en recevraient d'autres, collectés dans leur diocèse. Et ceci m'a bien rassuré quant à la solde de nos hennuyers, par lesquels je craignais que les aides lombardes de Messire de Mortimer ne fussent trop vite épuisées. Ce que je vous conte s'est passé le 28e jour de septembre. À partir de là, où nous nous remîmes en marche, ce fut une avance en grand triomphe à travers la ville de Neufmarket, nombreusement fournie d'auberges et à logements, et la noble cité de Cambridge, où tout le monde parle latin, que c'est merveille, et où l'on compte plus de clercs en un seul collège que vous n'en pourriez assembler en tout votre Hainaut. Partout l'accueil du peuple, comme celui des seigneurs, nous a prouvé assez que le roi n'était pas aimé, que ses mauvais conseillers l'ont fait haïr et mépriser. Aussi nos bannières sont saluées au cri de délivrance. Nos hennuyers ne s'ennuient pas, selon ce que m'a dit messire Henri au torse-col, qui use ainsi que vous voyez de la langue française avec gentillesse, et dont cette parole, lorsqu'elle m'est revenue aux oreilles, m'a fait rire de joie tout un grand quart d'heure, et que j'en ris encore à chaque fois que d'y repenser. Les filles d'Angleterre sont accueillantes à nos chevaliers, ce qui est bonne chose pour les maintenir en humeur de guerre. Pour moi, si je folâtrais, je donnerais mauvais exemple et perdrais de ce pouvoir qu'il faut au chef pour rappeler, quand de besoin, ses troupes à l'ordre. Et puis le vœu que j'ai fait à Madame Isabelle me l'interdit, et si je venais à y manquer, la fortune de notre expédition pourrait se mettre à la traverse. Si tant est que les nuits me rongent un peu, mais comme les chevauchées sont longues, le sommeil ne me fuit pas. Je pense qu'au retour de cette aventure, je me marierai. Sur le propos de mariage, je vous dois informer mon cher frère ainsi que ma chère sœur, la comtesse votre épouse, que monseigneur le jeune prince Édouard est toujours dans la même humeur touchant votre fille Philippa, et qu'il ne se passe point de journée sans qu'il ne m'en demande à nouvelles, et que toutes ses pensées de cœur semblent bien demeurer tournées vers elle, et que ce sont bonnes et profitables accordailles qui ont été conclues là, dont votre fille sera, j'en suis sûr, toujours bien heureuse. Je me suis attaché d'amitié au jeune prince Édouard, qui paraît m'admirer fort, bien qu'il parle peu. Il se tient souvent silencieux, comme vous avez décrit le puissant roi Philippe le Bel, son grand-père. Il se peut bien qu'il devienne un jour aussi grand souverain que le roi Philippe le Bel le fut, et peut-être même avant le temps qu'il aurait dû attendre de Dieu sa couronne, si j'en crois ce qui se dit au conseil des barons anglais. Car le roi Édouard a fait piètre figure à tout ce qui survint. Il était à Westmoutier lorsque nous sommes débarqués, et s'est aussitôt réfugié en sa tour de Londres pour se mettre le corps à l'abri.
Et il a fait clamer par tous les shérifs, qui sont gouverneurs des comtés de son royaume, et en tous les lieux publics, places, foires et marchés, l'ordonnance dont voici la transcription. Vu que Roger Mortimer et autres traîtres et ennemis du roi et de son royaume ont débarqué par la violence et à la tête de troupes étrangères qui veulent renverser le pouvoir royal, le roi ordonne à tous ses sujets de s'y opposer par tous les moyens et de les détruire. Seuls doivent être épargnés la reine, son fils et le comte de Kent. Tous ceux qui prendront les armes contre l'envahisseur recevront grosse solde, et à quiconque apportera au roi le cadavre de Mortimer, ou seulement sa tête, il est promis récompense de 1000 livres sterling. Les ordres du roi Édouard n'ont été obéis de personne. Mais ils ont fort servi l'autorité de Monseigneur de Mortimer, en montrant le prix qu'on estimait sa vie, et en le désignant comme notre chef plus encore qu'il ne l'était. La reine a riposté en promettant 2000 livres sterling à qui lui porterait la tête de Hugh le Despencer le jeune, estimant à ce taux les torts que ce seigneur lui avait fait dans l'amour de son époux. Les Londoniens sont restés indifférents à la sauvegarde de leur roi, lequel s'est entêté jusqu'au bout dans ses erreurs. La sagesse eût été de chasser son Despencer, qui mérite si bien le nom qu'il a, mais le roi Édouard s'est obstiné à le garder, disant qu'il était instruit assez par l'expérience passée, que pareille chose était survenue autrefois au sujet du chevalier de Gaveston, qu'il avait consenti à éloigner de lui, sans que cela eût empêché qu'on tuât par la suite ce chevalier, et qu'on lui imposât à lui, le roi, une charte et un conseil d'ordonnateur dont il n'avait eu que trop de peine à se débarrasser. Le Despencer l'encourageait dans cette opinion, et ils ont à ce qu'on dit versé force larmes sur le sein l'un de l'autre. Et même le Despencer aurait crié qu'il préférerait mourir sur la poitrine de son roi que de vivre sauf à l'écart de lui. Si bien qu'ils sont restés, chacun les abandonnant à leurs vilaines amours, entourés seulement du Despencer le Vieux, du comte d'Arundel, qui est parent au Despencer, du comte de Warren, qui est beau-frère d'Arundel, et enfin du chancelier Baldock, qui ne peut que demeurer fidèle au roi, vu qu'il est si unanimement haï que partout où il irait, il serait mis en pièces. Le roi a cessé bientôt de goûter la sécurité de la tour, et il s'est enfui avec ce petit nombre pour aller lever une armée en Galles, non sans avoir fait publier auparavant le 30e jour de septembre les bulles d'excommunication que notre Saint-Père le Pape lui avait délivrées contre ses ennemis. Ne prenez nulle inquiétude de cette publication, très aimés frères, si la nouvelle vous en parvient, car les bulles ne nous concernent point. Elles avaient été demandées par le roi Édouard contre les escottes, et nul n'a été dupe du faux usage qu'il en a fait. Aussi nous donne-t-on communion comme avant, et les évêques tous les premiers. En fuyant Londres, si piteusement, le roi a laissé le gouvernement à l'archevêque Reynolds, à l'évêque John de Stratford et à l'évêque Stapledon, diocésain d'Exeter et trésorier de la couronne. Mais, devant la hâte de notre avance, l'évêque de Stratford est venu présenter sa soumission à la reine Isabelle, tandis que l'archevêque Reynolds, depuis le Kent où il s'était réfugié, envoyait demander pardon. Seul donc l'évêque Stapledon est demeuré à Londres, croyant s'y être acquis par ses vols des défenseurs à suffisance. Mais la colère de la ville a grondé contre lui, et quand il s'est décidé à fuir, la foule jetée à sa poursuite l'a rejoint et l'a massacré dans le faubourg de Cheapside, où son corps fut piétiné jusqu'à ne plus être reconnaissable. Ceci est advenu le 15e jour d'octobre, alors que la reine était à Wallingford, une cité entourée de remparts de terre où nous avons délivré messire Thomas de Berkeley, qui est gendre à Monseigneur de Mortimer. Quand la reine a eu nouvelle de la fin de Stapledon, elle a dit qu'il ne convenait point de pleurer le trépas d'un si mauvais homme, et qu'elle en avait plutôt joie, car il lui avait nui moultement. Et Monseigneur de Mortimer a bien déclaré qu'il en irait ainsi de tous ceux qui avaient voulu leur perte. L'avant-veille, en la ville d'Oxford, qui est encore plus fournie de clercs que la ville de Cambridge, messire Halton, évêque de Hereford, était monté en chaire devant madame Isabelle, le duc d'Aquitaine, le comte de Kent et tous les seigneurs pour prononcer un grand sermon sur le sujet Caput meum doleo, qui est parole tirée des Écritures dans le Saint Livre des Rois, à dessein de signifier que la maladie dont souffrait le corps d'Angleterre logeait dans la tête du dit royaume, et que c'était là qu'il convenait d'appliquer le remède. Ce sermon fit profonde impression sur toute l'assemblée, qui entendit dépeindre et dénombrer les plaies et douleurs du royaume. Et encore que, pas une fois, en une heure de parole, messire Orleton n'eût prononcé le nom du roi, chacun l'avait en pensée pour cause de tous ces mots. Et l'évêque s'est écrié enfin que la foudre des cieux comme le glaive des hommes devait s'abattre sur les orgueilleux perturbateurs de la paix et les corrupteurs des rois. C'est un homme de grand spirituel que le dit Monseigneur de Hereford, et je m'honore de lui parler souvent, bien qu'il ait l'air pressé lorsqu'il est à converser avec moi. Mais je recueille toujours quelques bonnes sentences de ses lèvres. Ainsi, m'a-t-il dit l'autre jour, chacun de nous a son heure de lumière dans les événements de son siècle.
Une fois c'est Monseigneur de Kent, une fois c'est Monseigneur de Lancastre, et tel autre auparavant et tel autre ensuite que l'événement illumine pour la décisive part qu'il y prend. Ainsi se fait l'histoire du monde. Ce moment où nous sommes, messire de Hainaut, peut être bien votre heure de lumière. » Le lendemain du prêche, et dans la suite de la communion qu'il avait donnée à tous, la reine a lancé à Wallingford une proclamation contre les Despencer, les accusant d'avoir dépouillé l'Église et la couronne, mis à mort injustement nombre de loyaux sujets, déshérités, emprisonnés et bannis des seigneurs parmi les plus grands, opprimé les veuves et les orphelins, accablé le peuple de taille et d'exaction. On apprit dans le même temps que le roi, qui avait d'abord couru se réfugier en la ville de Gloucester, laquelle appartient au Despencer le jeune, était passé à Westbury, et que là son escorte s'était séparée. Le Despencer le vieux s'est retranché dans sa ville, et son château de Bristol pour y faire échec à notre avance, tandis que les comtes d'Arundel et de Warren ont gagné leur domaine de Shropshire. C'est manière ainsi de tenir les marches de Galles au nord et au sud, tandis que le roi, avec le Despencer le jeune et son chancelier Baldock, est parti lever une armée en Galles. À vrai dire, on ne sait point présentement ce qui est advenu de lui. D'aucuns bruits circulent qu'il se serait embarqué pour l'Irlande. Tandis que plusieurs bannières anglaises sous le commandement du comte de Charlton se sont mises en course vers le Shropshire afin d'y défier le comte d'Arundel, hier, 24e jour d'octobre, un mois tout juste écoulé depuis que nous avons quitté Dordrecht, nous sommes entrés aisément et grandement acclamés dans la ville de Gloucester. Ce jour, nous allons avancer sur Bristol, où le Despencer le vieux s'est enfermé. J'ai pris charge de donner l'assaut à cette forteresse et vais avoir enfin l'occasion qui ne m'a point encore été donnée, tant nous trouvons peu d'ennemis sur notre approche, de livrer combat pour Madame Isabelle et montrer à ses yeux ma vaillance. Je baiserai la flamme de Hainaut qui flotte à ma lance avant de me ruer. J'ai confié à vous, mon très cher et très aimé frère, avant que de m'en partir, mes volontés de testament, et ne vois rien que j'y veuille reprendre ou ajouter. S'il me faut souffrir la mort, vous saurez que je l'ai soufferte sans déplaisir ni regret, comme le doit un chevalier à la noble défense des dames et des malheureux opprimés, et pour l'honneur de vous, de ma chère sœur votre épouse, et de mes nièces, vos aimées filles, que tous Dieu garde. Donné à Gloucester le 25e jour d'octobre 1325. Jean. Messire Jean de Hainaut n'eut pas le lendemain à faire montre de sa vaillance, et sa belle préparation d'âme resta vaine. Quand il se présenta au matin, toute bannière flottante et aume lacée, devant Bristol, la ville était déjà décidée à se rendre, et on aurait pu la prendre avec un bâton. Les notables s'empressèrent d'envoyer les parlementaires, qui ne s'inquiétèrent que de savoir où les chevaliers voulaient loger, protestant de leur attachement à la reine, et s'offrant à livrer sur-le-champ leur seigneur, Hugh le Despencer le vieux, seul coupable de leur empêchement à témoigner plus tôt de leurs bonnes intentions. Les portes de la ville aussitôt ouvertes, les chevaliers prirent quartier dans les beaux hôtels de Bristol. Despencer le vieux fut appréhendé dans son château et gardé par 4 chevaliers, tandis que la reine, le prince héritier et les principaux barons s'installaient dans les appartements. La reine retrouva là ses 3 autres enfants qu'Édouard II, en fuyant, avait laissés à la garde du Despencer. Isabelle s'émerveillait qu'ils eussent en 20 mois si fort grandi, et ne se lassait pas de les contempler et de les embrasser. Soudain, elle regarda Mortimer, comme si cet excès de joie la mettait en faute envers lui, et murmura « Je voudrais, ami, que Dieu m'eût fait la grâce qu'ils fussent nés de vous. » À l'instigation du comte de Lancastre, un conseil fut immédiatement réuni autour de la reine et qui groupait les évêques de Hereford, Norwich, Lincoln, Ely et Winchester, l'archevêque de Dublin, les comtes de Norfolk et de Kent, le baron Roger Mortimer de Wigmore, Sir Thomas Wake, Sir William Lazouche d'Ashley, Robert de Montal, Robert de Merle, Robert de Watteville et le sire Henri de Beaumont. Ce conseil, tirant argument juridique de ce que le roi Édouard se trouvait hors des frontières, qu'il fût en Galles ou en Irlande, ne faisait pas différence, décida de proclamer le jeune prince Édouard gardien et mainteneur du royaume en l'absence du souverain. Les principales fonctions administratives furent aussitôt redistribuées et Adam Holton, qui était la tête pensante de la révolte, reçut la charge de lord trésorier. Il était grand temps, en vérité, de pourvoir à la réorganisation de l'autorité centrale. C'était merveille même que pendant tout un mois, le roi en fuite, ses ministres dispersés et l'Angleterre livrée à la chevauchée de la reine et des hainuyers, les douanes eussent continué de fonctionner normalement, les receveurs de percevoir les taxes vaille que vaille, le guet de faire surveillance dans les villes, et que somme toute,
la vie publique eût suivi son cours normal par une sorte d'habitude du corps social. Donc le gardien du royaume, le dépositaire provisoire de la souveraineté, avait 15 ans moins 1 mois. Les ordonnances qu'il allait promulguer seraient scellées de son sceau privé, puisque les sceaux de l'État avaient été emportés par le roi et le chancelier Baldock. Le premier acte de gouvernement du jeune prince fut de présider le même jour au procès de Hugh le Despencer le Vieux. L'accusation fut soutenue par Sir Thomas Walke, rude chevalier déjà âgé qui était maréchal de l'Host et qui présenta le Despencer, comte de Winchester, comme responsable de l'exécution de Thomas de Lancastre, responsable du décès à la Tour de Londres de Roger Mortimer l'aîné, car le vieux lord de Chirk n'avait pu voir le retour triomphal de son neveu et s'était éteint dans son cachot quelques semaines plus tôt, responsable aussi de l'emprisonnement, du bannissement ou de la mort de nombreux autres seigneurs, de la spoliation des biens de la reine et du comte de Kent, de la mauvaise gestion des affaires du royaume, des défaites d'Écosse et d'Aquitaine, toutes choses survenues par ces exhortations et funestes conseils. Les mêmes griefs seraient repris désormais contre tous les conseillers du roi Édouard. Ridé, voûté, la voix faible, Hugh le Vieux, qui avait feint tant d'années un tremblant effacement devant les désirs du roi, montra l'énergie dont il était capable. Il n'avait plus rien à perdre, il se défendit pied à pied. Les guerres perdues, elles l'avaient été par la lâcheté des barons. Les exécutions capitales, les emprisonnements, ils avaient été décrétés contre des traîtres et des rebelles à la loyale autorité, sans le respect de laquelle les royaumes s'effondrent. Les séquestres de fiefs et de revenus n'avaient été décidés que pour empêcher les ennemis de la couronne de se fournir en hommes et en fonds. Et si l'on venait à lui reprocher quelques pillages et spoliations, comptait-on pour rien les 23 manoirs qui étaient ses propriétés ou celles de son fils, et que Mortimer, Lancastre, Maltravers, Berkeley, tous présents ici, avaient fait piller et brûler l'an 1321 avant d'être défaits, les uns à Shrewsbury, les autres à Boroughbridge. Il ne s'était que remboursé des dommages par lui subis, et qu'il évaluait à 40 000 livres, sans pouvoir estimer les violences et sévices de tous ordres commis sur ces gens. Il termina par ces mots adressés à la reine. « Ah, madame, Dieu nous doit bon jugement, et si nous ne pouvons l'avoir en ce siècle, il nous le doit dans l'autre monde. » Le jeune prince Édouard avait relevé ses longs cils et écouté avec attention. Hugh le Despencer le Vieux fut condamné à être traîné, décapité et pendu, ce qui lui fit dire avec quelque mépris « Je vois bien, mes lords, que décapiter et pendre sont pour vous 2 choses diverses, mais pour moi, cela ne fait qu'une seule mort. » Son attitude, bien surprenante pour tous ceux qu'il avait connus en d'autres circonstances, expliquait soudain la grande influence qu'il avait exercée. Cet obséquieux courtisan n'était pas un lâche, ce détestable ministre n'était pas un sot. Le prince Édouard donna son approbation à la sentence. Mais il réfléchissait et commençait à se former silencieusement une opinion sur le comportement des hommes promus aux hautes charges. Écouter avant de parler, s'informer avant de juger, comprendre avant de décider, et garder toujours présent à l'esprit que dans chaque homme se trouvent ensemble les ressources des meilleures actions et des pires. Ce sont là, pour un souverain, les dispositions fondamentales de la sagesse. Il est rare qu'on ait, avant d'avoir 15 ans, à condamner à mort un de ses semblables. Édouard d'Aquitaine, pour son premier jour de pouvoir, recevait un bon entraînement. Le vieux Despencer fut lié par les pieds au harnais d'un cheval et traîné à travers les rues de Bristol. Puis, les tendons déchirés, les os fêlés, il fut amené sur la place du château et installé à genoux devant le billot. On lui rabattit ses cheveux blancs pour dégager la nuque. Un bourreau en cagoule rouge d'une large épée lui trancha la tête. Son corps, tout ruisselant du sang échappé aux grosses artères, fut accroché par les aisselles à un gibet. La tête ridée, maculée, fut plantée à côté, sur une pique. Et tous ces chevaliers qui avaient juré par Monseigneur Saint-Georges de défendre dames, pucelles, opprimés et orphelins, se réjouirent avec force rire et joyeuses remarques du spectacle que leur offrait ce cadavre de vieillard en 2 partagés. Hereford. La nouvelle cour, pour la Toussaint, s'installa à Hereford. Si, comme disait Adam Orleton, évêque de cette ville, chacun dans l'histoire connaît son heure de lumière, cette heure pour lui-même était arrivée. Au bout de surprenantes vicissitudes, après avoir fait évader l'un des premiers seigneurs du royaume, était traduit en jugement devant le Parlement et sauvé par la coalition de ses pairs, après avoir prêché et animé la rébellion,
il revenait triomphant dans cet évêché auquel il avait été nommé en 1317 contre la volonté du roi Édouard et où il s'était comporté en grand prélat. Avec quelle joie cet homme petit, sans grâce physique mais courageux de corps et d'âme, ne parcourait-il pas, revêtu de ses insignes sacerdotaux, mitre en tête, crosse en main, les rues de sa cité retrouvée. Aussitôt que l'escorte royale eut pris possession du château situé au centre de la ville, dans une boucle de la rivière Wye, Arleton n'eut de cesse de montrer à la souveraine les œuvres de son entreprise. Et d'abord, la haute tour carrée, à 2 étages ajourés d'immenses ogives, chaque angle terminé par 3 clochetons, 2 petits en arête et un grand les dominants, 12 flèches en tout montant vers le ciel, et qu'il avait fait élever pour embellir et magnifier la cathédrale. La lumière de novembre jouait sur les briques roses, dont l'humidité gardait fraîche la couleur. Autour du monument s'étendait une vaste pelouse sombre et bien tondue. « N'est-ce pas, madame, la plus belle tour de votre royaume ?» disait Adam Orleton, avec l'orgueil naïf du bâtisseur, devant cette construction ciselée, point trop chargée, pure de lignes, dont il ne cessait de s'émerveiller. « Ne serait-ce que pour avoir édifié ceci, je serais content d'avoir vécu. » Orleton tenait sa noblesse d'Oxford, comme on disait, et non du blason. Il en était conscient, et avait voulu justifier les hautes situations auxquelles l'ambition autant que l'intelligence, et le savoir plus encore que l'intrigue l'avaient conduit. Il se savait supérieur à tous les hommes qui l'entouraient. Il avait réorganisé la bibliothèque de la cathédrale, une librairie où les gros volumes, rangés la tranche en avant, étaient tenus aux planches par des chaînes à longs maillons forgés, afin qu'on ne pût les dérober. Près de 1000 manuscrits enluminés, décorés, merveilleux, rassemblant 5 siècles de pensée, de foi et d'invention. Depuis la première traduction des évangiles en saxon, avec certaines pages encore décorées de caractères runiques, jusqu'aux dictionnaires latins les plus récents, en passant par la hiérarchie céleste, les œuvres de saint Jérôme, de saint Jean Chrysostome, les 12 prophètes mineurs. La reine eut encore à admirer les travaux entrepris pour la salle du chapitre, ainsi que la fameuse carte du monde peinte par Richard de Bello, et qui ne pouvait être que d'inspiration divine, car elle commençait à faire des miracles. Hereford fut ainsi près d'1 mois la capitale improvisée de l'Angleterre. Mortimer n'y était pas moins heureux qu'Orleton, puisqu'il venait de reprendre possession de son château de Wigmore, distant de quelques milles. On continuait pendant ce temps de rechercher le roi. Un certain Rhys ap Howell, chevalier du pays de Galles, vint un jour annoncer qu'Édouard II était caché dans une abbaye sur les côtes du comté de Glamorgan, où le bateau avec lequel il espérait gagner l'Irlande avait été jeté par les vents contraires. Aussitôt Jean de Hainaut, genou à terre, s'offrit à aller forcer dans son repère de Galles le déloyal époux de Madame Isabelle. On eut quelque peine à lui faire entendre qu'il serait peu convenable de confier la capture du roi à un étranger, et qu'un membre de la famille royale se trouvait mieux désigné pour accomplir cette pénible besogne. Ce fut Henry Torscoll, qui, sans joie excessive, eut à se mettre en selle pour aller, accompagné du comte de la Zouche et de Rhys ap Howell, battre la côte de l'Ouest. À peu près dans le même temps, le comte de Charlton arriva du Shropshire, ramenant le comte d'Arundel enchaîné. Pour Lord de Wigmore, ce fut là une éclatante revanche, car Edmond Fitzalan, comte d'Arundel, avait reçu du roi une importante partie des biens saisis à la famille Mortimer, et s'était fait conférer le titre de grand juge de Galles, qui avait appartenu au vieux Mortimer de Shirk. Roger se contenta de laisser Arundel debout devant lui tout un quart d'heure, sans lui adresser la parole, le regardant seulement des pieds à la tête, et s'offrant la satisfaisante contemplation d'un ennemi vivant qui bientôt sera un ennemi mort. Le jugement d'Arundel, et sous les mêmes chefs d'accusation que ceux retenus contre le Despenser le Vieux, fut rapidement expédié, et la décapitation du comte donnée en réjouissance à la ville de Hereford et aux troupes qui y stationnaient. On remarqua que pendant le supplice, la reine et Roger Mortimer se tenaient par la main. Le jeune prince Édouard avait eu ses 15 ans 3 jours plus tôt. Enfin, le 20 novembre, une insigne nouvelle arriva. Le roi Édouard avait été pris par le comte de Lancastre en l'abbaye cistercienne de Nice, dans la basse vallée de la Tow. Le roi, son favori, son chancelier, y vivait caché depuis plusieurs semaines sous des habits de moine. Édouard occupait son attente d'un sort meilleur en travaillant à la forge de l'abbaye, passe-temps qui lui distrayait l'esprit de trop penser. Il était là, torse nu, le froc descendu sur les reins, la poitrine et la barbe éclairées par le feu de la forge, les mains environnées d'étincelles, tandis que le chancelier tirait le soufflet et que Hugh le jeune, d'un air lamentable, lui passait les outils, quand Henry Torscoll s'encadra dans la porte, le haut incliné vers l'épaule, et dit « Sire mon cousin,
Voici le temps venu de payer pour vos fautes. » Le roi laissa échapper le marteau qu'il tenait. La pièce de métal qu'il forgeait resta à rougeoyer sur l'enclume, et le souverain d'Angleterre, son large torse pâle tout tremblant, demanda « Cousin, cousin, que va-t-il advenir de moi ?»« Ce que les barons et hauts hommes du royaume en décideront, » répondit Torscoll. À présent, Édouard attendait, toujours avec son favori, toujours avec son chancelier, dans le petit manoir fortifié de Monmouth, à quelques lieues de Hereford, où Lancastre l'avait conduit et enfermé. Adam Holton, accompagné de son archidiacre Thomas Chandos et du grand chambellan William Blount, s'en fut aussitôt à Monmouth pour réclamer les sceaux royaux que Baldock continuait de transporter. Édouard, quand Holton eut exprimé sa requête, arracha de la ceinture de Baldock le sac de cuir qui contenait les sceaux, s'entoura le poignet des lacets du sac comme s'il voulait s'en faire une arme, et s'écria « Mais sire traître, mauvais évêque, si vous voulez mon sceau, vous viendrez me le prendre par force, et montrerez qu'un homme d'église a contraint son roi. » Le destin avait décidément désigné monseigneur Adam Holton pour d'exceptionnelles tâches. Il n'est pas courant d'ôter à un roi les attributs de son pouvoir. Devant cet athlète furieux, Holton, les épaules tombantes, les mains faibles et n'ayant d'autre arme que sa canne à fragile crosse d'ivoire, répondit « La remise se doit accomplir de par votre vouloir, et que les témoins en constatent. Sire Édouard, allez-vous obliger votre fils, qui est à présent mainteneur du royaume, à se commander son propre sceau de roi plutôt qu'il n'y comptait? Par contrainte toutefois, je puis faire saisir le lord chancelier, le lord Despencer, que j'ai ordre de conduire à la reine. » À ces mots, Édouard cessa de s'inquiéter du sceau pour ne plus penser qu'à son favori bien-aimé. Il détacha de son poignet le sac de cuir, le jeta au chambellan William Blount, comme si ce fût devenu soudain un objet négligeable, et, ouvrant les bras à Hugh, s'écria « Ah non, vous ne me l'arracherez point !» Hugh le jeune, amaigri, frissonnant, s'était jeté contre la poitrine du roi. Il claquait des dents, paraissait presque à défaillir, et gémissait. « C'est ton épouse, tu vois, qui veut cela. C'est elle. C'est cette louve française qui est cause de tout. Ah, Édouard, Édouard, pourquoi l'as-tu épousée ?» Henry Torscoll, Holton, l'archidiacre Chandos et William Blount regardaient ces deux hommes embrassés, et, si incompréhensible que leur fût le spectacle de cette passion, ils ne pouvaient s'empêcher d'y reconnaître quelque affreuse grandeur. À la fin, ce fut Torscoll qui s'approcha, prit le Despencer par le bras, en disant « Allons, il faut vous séparer. » Et il l'entraîna. « Adieu, Hugh, adieu !» criait Édouard. « Je ne te verrai plus, ma chère vie, ma belle âme. On m'aura donc tout pris. » Les larmes roulaient dans sa barbe blonde. Hugh le Despencer fut confié aux chevaliers d'escorte qui commencèrent par le revêtir d'un capuchon de paysan en grosse bure, sur lequel ils peignirent par dérision les armoiries et emblèmes des comtés qui lui avaient été donnés par le roi. Puis ils le hissèrent, les mains liées dans le dos, sur le plus petit et chétif cheval qu'ils trouvèrent, un bidet nain, maigre et bourru comme il en existe en campagne. Hugh avait des jambes très longues. Il était forcé de les replier ou bien de laisser traîner les pieds dans la boue. On le conduisit ainsi de ville en bourg à travers tout le Monmouthshire et le Herefordshire, l'exposant sur les places pour que le peuple s'en divértît tout son soûl. Les trompettes sonnaient devant le prisonnier, et un héros criait « Voyez, bonnes gens, voyez le comte de Gloucester, le lord chambellan, voyez le mauvais homme qui a si fort nuit au royaume !» Le chancelier Robert de Baldock fut convoyé plus discrètement vers l'évêché de Londres pour y être emprisonné, sa qualité d'archidiacre empêchant de requérir contre lui la peine de mort. Toute la haine se concentra donc sur Hugh le Despencer le jeune. Son jugement fut rapidement instruit, à Hereford. Sa condamnation n'était mise en discussion ni en doute par personne, mais parce qu'on le tenait pour le premier fauteur de toutes les erreurs et de tous les malheurs dont avait souffert l'Angleterre, son supplice fut l'objet de raffinements particuliers. Le 24e jour de novembre, des tribunes furent dressées sur l'esplanade devant le château, et une plateforme d'échafaud montée assez haut pour qu'un peuple nombreux pût assister, sans en perdre aucun détail, à l'exécution. La reine Isabelle prit place au premier rang de la plus grande tribune, entre Roger Mortimer et le prince Édouard. Il bruinait. Les trompes et les busines sonnèrent. Les aides-bourreaux amenèrent Hugh le jeune, le dépouillèrent de ses vêtements. Quand son long corps, aux hanches saillantes, au torse un peu creux, apparut, blanc et totalement nu, entre les bourreaux rouges et au-dessus des piques des archers qui entouraient l'échafaud, un immense rire gras s'éleva de la foule. La reine Isabelle se pencha vers Mortimer et lui murmura «
Je déplore qu'Édouard ne soit point présent à regarder. » Les yeux brillants, ses petites dents carnassières entr'ouvertes et les ongles plantés dans la paume de son amant, elle était bien attentive à ne rien perdre de sa vengeance. Le prince Édouard pensait « Est-ce donc là celui qui a tant plu à mon père ?» Il avait déjà assisté à 2 supplices et savait qu'il tiendrait jusqu'au bout sans vomir. Les buzines sonnèrent à nouveau. Hugh fut étendu et lié par les membres sur une croix de Saint-André horizontale. Le bourreau affila lentement sur une pierre d'affûtage une lame aiguë, pareille à un couteau de boucher, et en éprouva le tranchant sous le pouce. La foule retenait son souffle. Puis un aide s'approcha, muni d'une tenaille dont il saisit le sexe du condamné. Une vague d'hystérie souleva l'assistance, les pieds battants faisaient trembler les tribunes, et malgré ce vacarme, on perçut le hurlement poussé par Hugh, un seul cri déchirant et arrêté net, tandis qu'un flot de sang jaillissait devant lui. La même opération fut répétée pour les génitoires, mais sur un corps déjà inconscient, et les tristes déchets jetés dans un fourneau plein de braises ardentes qu'un aide éventait. Il s'échappa une affreuse odeur de chair brûlée. Un héraut, placé devant les sonneurs de buzines, annonça qu'il en était procédé de la sorte. Parce que le Despenser avait été sodomite, et qu'il avait favorisé le roi en sodomie, et pour se déchasser la reine de sa couche. Puis le bourreau, choisissant une lame plus épaisse et plus large, fendit la poitrine par le devant, et le ventre dans la longueur, comme on aurait ouvert un porc. Les tenailles allèrent chercher le cœur presque encore battant, et l'arrachèrent de sa cage pour le jeter également au brasier. Les buzines retentirent pour donner la parole au héros, lequel déclara que le Despenser avait été faux de cœur et traître, et par ses traîtres conseils avait tenu le royaume. Les entrailles furent ensuite sorties du ventre, déroulées et secouées, toutes miroitantes, nacrées, et présentées au public, parce que le Despenser s'était nourri du bien des grands comme du bien du pauvre peuple. Et les entrailles à leur tour se transformèrent en cette âcre fumée épaisse qui se mêlait à la bruine de novembre. Après quoi, la tête fut tranchée, non pas d'un coup d'épée, puisqu'elle pendait à la renverse entre les branches de la croix, mais détachée au couteau, parce que le Despenser avait fait décoller les plus grands barons d'Angleterre et que de son chef étaient sortis tous les mauvais conseils. La tête de Hugh le Despenser ne fut pas brûlée. Les bourreaux la rangèrent à part pour l'envoyer à Londres, où elle serait plantée à l'entrée du pont. Enfin, ce qui restait du corps fut débité en 4 morceaux, un bras avec l'épaule, l'autre bras avec son épaule et le cou, les 2 jambes avec chacune la moitié du ventre, pour qu'il soit expédié aux 4 meilleures cités du royaume, après Londres. La foule descendit des tribunes, lasse, épuisée, libérée. On pensait avoir atteint les sommets de la cruauté. Après chaque exécution sur cette route sanglante, Mortimer avait trouvé la reine Isabelle plus ardente au plaisir. Mais cette nuit qui suivit la mort de Hugh le Jeune, les exigences qu'elle eut, la gratitude affolée qu'elle exprima, ne laissèrent pas d'inquiéter son amant. Pour avoir haï si fort l'homme qui lui avait pris Édouard, il fallait qu'elle eût jadis aimé celui-ci. Et dans l'âme ombrageuse de Mortimer se forma un projet qu'il mènerait à son terme quelque temps que cela prit. Le lendemain, Henry Torscoll, désigné comme gardien du roi, fut chargé de conduire celui-ci au château de Kenilworth et de l'y tenir enfermé sans que la reine l'eût revu. Vox Populi. Qui voulez-vous pour roi ? Cette terrible apostrophe, dont va dépendre l'avenir d'une nation, Monseigneur Adam Orleton la lance le 12 janvier 1327, à travers le grand hall de Westminster, et les mots s'en répercutent là-haut contre les nervures des voûtes. Qui voulez-vous pour roi ? Le Parlement d'Angleterre depuis 6 jours siège, s'ajourne, siège à nouveau, et Adam Orleton, faisant office de chancelier, dirige les débats. Dans sa première séance, l'autre semaine, le Parlement a assigné le roi à comparaître devant lui. Adam Orleton et John de Stratford, évêque de Winchester, sont allés à Kenilworth présenter à Édouard II cette assignation. Et le roi Édouard a refusé. Il a refusé de venir rendre compte de ses actes aux lords, aux évêques, aux députés des villes et des comtés. Orleton a fait connaître à l'Assemblée cette réponse inspirée, on ne sait, par la peur ou bien par le mépris. Mais Orleton a la conviction profonde, et qu'il vient d'exprimer au Parlement, que si l'on obligeait la reine à se réconcilier avec son époux, on la vouerait à une mort certaine. À présent donc, la grande question est posée.
Monseigneur Arleton conclut son discours en conseillant au Parlement de se séparer jusqu'au lendemain afin que chacun pèse son choix en conscience et dans le silence de la nuit. Demain, l'Assemblée dira si elle souhaite qu'Édouard II, Plantagenet, conserve la couronne ou bien que celle-ci soit remise à l'héritier Édouard, duc d'Aquitaine. Beau silence pour les consciences que le vacarme qui se fait dans Londres cette nuit-là. Les hôtels des seigneurs, les abbayes, les demeures des grands marchands, les auberges vont retentir jusqu'au petit jour de discussions passionnées. Tous ces barons, évêques, chevaliers, squires et représentants des bourgs choisis par les shérifs ne sont en droit membres du Parlement que sur la désignation du roi, et leur rôle en principe devrait n'être que consultatif. Mais voici que le souverain est défaillant, incapable. Il est un fugitif rattrapé hors de son royaume. Et ce n'est pas le roi qui a convoqué le Parlement, mais le Parlement qui a voulu convoquer son roi sans que ce dernier ait daigné s'exécuter. Le suprême pouvoir se trouve donc réparti pour un moment, pour une nuit, entre tous ces hommes de régions diverses, d'origines disparates, de fortunes inégales. Qui voulez-vous pour roi ? Tous réellement se posent la question. Et même ceux qui ont souhaité le plus haut la prompte fin d'Édouard II, qui ont crié à chaque scandale, à chaque impôt nouveau ou chaque guerre perdue qu'il crève, et que Dieu nous en délivre. Car Dieu n'a plus à intervenir. Tout repose sur eux-mêmes. Et ils prennent soudain conscience de l'importance de leur volonté. Leurs souhaits et leurs malédictions se sont accomplis rien qu'en s'additionnant. La reine, même soutenue par ses hainuyers, aurait-elle pu se saisir de tout le royaume, comme elle l'a fait, si les barons et le peuple avaient répondu à la levée ordonnée par Édouard. Mais l'acte est gros qui consiste à déposer un roi, et à le dépouiller à jamais de son autorité nominale. Beaucoup de membres du Parlement se sont effrayés à cause du caractère divin qui s'attache au sacre et à la majesté royale. Et puis le jeune prince qu'on propose à leurs vœux est bien jeune. Que sait-on de lui? Sinon qu'il est tout entier dans les mains de sa mère, laquelle est tout entière dans les mains de Lord Mortimer. Or, si l'on respecte, si l'on admire le baron de Wigmore, l'ancien grand juge d'Irlande, si son évasion, son exil, son retour, ses amours même en ont fait un héros, s'il est pour beaucoup le libérateur, on craint son caractère, sa dureté, son inclémence. Déjà, on lui reprocherait sa rigueur punitive, alors qu'en réalité, toutes les exécutions de ces dernières semaines étaient réclamées par les vœux populaires. Ceux qui le connaissent bien redoutent surtout son ambition. Ne désire-t-il pas secrètement devenir roi lui-même? Amant de la reine, il est bien près du trône. On hésite à lui remettre le grand pouvoir qu'il va détenir si Édouard II est déposé. Et l'on en débat autour des lampes à huile et des chandelles, parmi les pots d'étain qu'on emplit de bière, et l'on ne va se coucher qu'écrasé de fatigue sans avoir rien résolu. Le peuple anglais, cette nuit-là, est souverain, mais un peu embarrassé de l'être, ne sait à qui remettre l'exercice de cette souveraineté. L'histoire a fait un pas soudain. On dispute de questions dont la discussion même signifie que de nouveaux principes sont admis. Un peuple n'oublie pas un tel précédent, ni une assemblée un tel pouvoir qui lui est échu. Une nation n'oublie pas d'avoir été en son parlement maîtresse un jour de sa destinée. Aussi le lendemain, quand Monseigneur Arleton, prenant le jeune prince Édouard par la main, le présente aux députés à nouveau assemblés dans Westminster, une immense ovation s'élève et roule entre les murs par-dessus les têtes. « Nous le voulons, nous le voulons !» 4 évêques, dont ceux de Londres et d'York, protestent et argumentent sur le caractère irrévocable du sacre et des serments d'hommage. Mais l'archevêque de Canterbury, Reynolds, auquel Édouard II, avant de fuir, avait confié le gouvernement, et qui veut prouver la sincérité de son tardif ralliement à l'insurrection, s'écrie « Vox populi, vox Dei !» Il prêche sur ce thème comme s'il était en chair, pendant un grand quart d'heure. John de Stratford, évêque de Winchester, rédige alors et lit devant l'Assemblée les 6 articles qui consacrent la déchéance d'Édouard II Plantagenet. Primo, le roi est incapable de gouverner. Pendant tout son règne, il a été mené par de détestables conseillers. Secundo, il a consacré son temps à des occupations indignes de lui et négligé les affaires du royaume. Tertio, il a perdu l'Écosse, l'Irlande et la moitié de la Guyenne. Quarto, il a fait tort à l'Église dont il a emprisonné les ministres. Quinto, il a emprisonné, exilé, déshérité, condamné à une mort honteuse beaucoup de ses grands vassaux. Sexto, il a ruiné le royaume. Il est incorrigible et incapable de s'amender. Pendant ce temps, les bourgeois de Londres, inquiets et partagés, leur évêque ne s'est-il pas déclaré contre la déposition, se sont réunis au Guildhall. Ils sont moins aisés à manœuvrer que les représentants des comtés. Vont-ils faire échec au Parlement? Roger Mortimer, qui n'est rien en titre et tout en fait,
court au Guildhall, remercie les Londoniens de leur loyale attitude et leur garantit le maintien des libertés coutumières de la cité. Au nom de qui? Au nom de quoi donne-t-il cette garantie? Au nom d'un adolescent qui n'est même pas roi encore, qui vient à peine d'être désigné par acclamation. Le prestige de Mortimer, l'autorité de sa personne opère sur les bourgeois londoniens. On l'appelle déjà le Lord Protecteur. De qui est-il protecteur? Du prince? De la reine? Du royaume? Il est le Lord Protecteur, voilà tout, l'homme promu par l'histoire, et entre les mains duquel chacun se démet de sa part de pouvoir et de jugement. Et soudain, l'inattendu survient. Le jeune prince, qu'on croyait déjà roi, le pâle jeune homme aux longs cils qui a suivi en silence tous ces événements et ne semblait songer qu'aux yeux bleus de madame Philippa de Hainaut, Édouard d'Aquitaine déclara à sa mère, au Lord Protecteur, à Monseigneur Orleton, aux lords évêques, à tous ceux qui l'entourent, qu'il ne scindra pas la couronne sans le consentement de son père, et sans que celui-ci ait officiellement proclamé qu'il s'en défaisait. La stupeur gèle les visages, les mains tombent au bout des bras. Pourquoi tant d'efforts remis en cause? Quels soupçons se tournent vers la reine? Ne serait-ce pas elle qui aurait agi secrètement sur son fils, par un de ces imprévisibles retours d'affection comme il en vient aux femmes? Y a-t-il eu brouille entre elle et le Lord Protecteur cette nuit, où chacun devait prendre le conseil de sa conscience? Mais non, c'est ce garçon de 15 ans tout seul qui a réfléchi sur l'importance de la légitimité du pouvoir. Il ne veut pas faire figure d'usurpateur, ni détenir son sceptre de la volonté d'une assemblée qui pourrait le lui retirer aussi bien qu'elle le lui a donné. Il exige le consentement de son prédécesseur. Non point qu'il nourrisse des sentiments fort tendres envers son père, il le juge, mais il juge chacun. Depuis des années, trop de choses mauvaises se sont passées devant lui et l'ont forcé à juger. Il sait que le crime n'est pas entièrement d'un côté et l'innocence de l'autre. Certes, son père a fait souffrir sa mère, l'a déshonorée et dépouillée, mais cette mère, avec Lord Mortimer, quel exemple donne-t-elle à présent? Si un jour, pour quelque faute qu'il lui arriverait de commettre, madame Philippa se mettait à agir de même, et ces barons, ces évêques, tous si acharnés aujourd'hui contre le roi Édouard, n'ont-ils pas exercé le gouvernement avec lui? Norfolk, Kent, les jeunes oncles ont reçu, accepté des charges. Les évêques de Winchester et de Lincoln sont allés négocier au nom du roi Édouard. Les Despencer n'étaient pas en tout lieu, et même s'ils commandaient, ils n'ont pas exécuté eux-mêmes leurs propres ordres. Qui s'est risqué à refuser d'obéir? Le cousin au torse-col, oui, celui-là a eu ce courage. Et Lord Mortimer aussi, qui a payé sa rébellion d'une longue prison. Mais pour deux que voilà, combien d'obséquieux courtisans maintenant pleins d'ardeur à se décharger sur leur maître des conséquences de leur servilité. Tout autre prince de cet âge serait aisément grisé de recevoir une couronne tendue par tant de mains. Lui relève ses longs cils, regarde fixement, rougit un peu de son audace et s'obstine dans sa décision. Alors Monseigneur Orleton appelle à lui les évêques de Winchester et de Lincoln, ainsi que le grand chambellan William Blount, ordonne de sortir du trésor de la tour la couronne et le sceptre, les fait mettre dans un coffre sur le bas d'une mule, et lui-même, emportant ses vêtements de cérémonie, reprend le chemin de Kenilworth, afin d'obtenir l'abdication du roi. Kenilworth. Les remparts extérieurs, contournant une large colline, enfermaient des jardins clos, des prés, des écuries et des étables, une forge, des granges et les fournils, le moulin, les citernes, les habitations de serviteurs, les casernes des soldats, tout un village presque plus grand que celui d'alentour, dont on voyait se presser les toits moussus. Et il ne semblait pas possible que ce fût la même race d'hommes qui habita en deçà des murs, dans ces masures, et à l'intérieur de la formidable forteresse qui dressait ses rouges enceintes contre le ciel d'hiver. Car Kenilworth était bâti dans une pierre couleur de sang séché. C'était l'un de ces fabuleux châteaux du siècle qui suivit la conquête, et pendant lequel une poignée de Normands, les compagnons de Guillaume ou leurs descendants immédiats, surent tenir tout un peuple en respect grâce à ces immenses châteaux forts plantés sur les collines. Le keep de Kenilworth, le donjon comme disaient les Français, faute d'un meilleur mot, car cette sorte de construction n'existait pas en France ou n'existait plus, le keep était de forme carrée et d'une hauteur vertigineuse qui rappelait aux voyageurs d'Orient les pylônes des temples d'Égypte. Les proportions de cet ouvrage titanesque étaient telles que de très vastes pièces étaient contenues, réservées dans l'épaisseur même des murs.
Mais on ne pouvait entrer dans cette tour que par un escalier étroit où 2 personnes avaient peine à avancer de front, et dont les marches rouges conduisaient à une porte protégée, hercée, au premier étage. À l'intérieur du keep se trouvait un jardin, une cour herbue plutôt de 60 pieds de côté, à ciel ouvert, et complètement enfermée. Il n'était pas d'édifice militaire mieux conçu pour soutenir un siège. L'envahisseur parvenait-il à franchir la première enceinte, on se réfugiait dans le château lui-même, à l'abri du fossé, et si la seconde enceinte était percée, alors, abandonnant à l'ennemi les appartements habituels de séjour, le grand hall, les cuisines, les chambres seigneuriales, la chapelle, on se retranchait dans le keep, autour du puits de sa cour verte, et dans les flancs de ses murs profonds. Le roi vivait là, prisonnier. Il connaissait bien Kenilworth, qui avait appartenu à Thomas de Lancastre et servi naguère de centre de ralliement à la rébellion des barons. Thomas décapité, Édouard avait séquestré le château et l'avait habité lui-même durant l'hiver 1323, avant de le remettre l'année suivante à Henri Torscoll, en même temps qu'il lui rendait tous les biens et titres des Lancastre. Henri III, le grand-père d'Édouard, avait dû jadis assiéger Kenilworth 6 mois durant pour le reprendre au fils de son beau-frère, Simon de Montfort. Et ce n'étaient pas les armées qui en avaient eu raison, mais la famine, la peste et l'excommunication. Au début du règne d'Édouard Ier, Roger Mortimer de Shirk, celui qui venait de mourir en geôle, en avait été le gardien au nom du premier comte de Lancastre et y avait donné ses fameux tournois. L'une des tours du mur extérieur, pour l'exaspération d'Édouard, portait le nom de tour de Mortimer. Elle était là, plantée devant son horizon quotidien, comme une dérision et un défi. La région donnait au roi Édouard II d'autres nourritures à ses souvenirs. Du haut du keep rouge de Kenilworth, il pouvait apercevoir à 4 milles vers le sud le keep blanc du château de Warwick, où Gaveston, son premier amant, avait été mis à mort par les barons, déjà. Cette proximité avait-elle changé le cours des pensées du roi? Édouard semblait avoir oublié complètement Hugh le Despencer, mais il était obsédé en revanche par la mémoire de Pierre de Gaveston et en parlait sans cesse à Henri de Lancastre, son gardien. Jamais Édouard et son cousin Torscoll n'avaient vécu si longtemps l'un près de l'autre, et dans une telle solitude. Jamais Édouard ne s'était confié autant à l'aîné de sa famille. Il avait des moments de grande lucidité et des jugements sans complaisance portés sur lui-même, qui soudain confondaient Lancastre et l'émouvaient assez. Lancastre commençait à comprendre des choses qui, à tout le peuple anglais, paraissaient incompréhensibles. C'était Gaveston, reconnaissait Édouard, qui avait été le responsable, ou tout au moins l'origine de ses premières erreurs, du mauvais chemin pris par sa vie. « Il m'aimait si bien, » disait le roi prisonnier. « Et puis, dans ce jeune âge que j'avais, j'étais prêt à croire toutes les paroles et à me confier entièrement à si bel amour. » À présent encore, il ne pouvait s'empêcher d'être attendri, lorsqu'il se rappelait le charme de ce petit chevalier gascon sorti de rien, un champignon né dans une nuit, comme disaient les barons, et qu'il avait fait comte de Cornouailles, au mépris de tous les grands seigneurs du royaume. « Il en avait si fort envie, » disait Édouard. Et quelle merveilleuse insolence que celle de Pierre, une insolence qui ravissait Édouard. Un roi ne pouvait se permettre de traiter ses barons comme son favori le faisait. « Te rappelles-tu, Torscoll, comme il appelait le comte de Gloucester un bâtard, et comme il criait au comte de Warwick « Va te coucher, chien noir !» Et comme il insultait aussi mon frère en le nommant cornard, ce que Thomas ne lui pardonna jamais, parce que c'était vrai. Peur de rien, ce Pierrot, pillant les bijoux de la reine, et jetant l'offense autour de lui comme d'autres distribuent l'aumône, parce qu'il était sûr de l'amour de son roi. Vraiment un effronté comme on n'en vit jamais. En plus, il avait de l'invention dans le divertissement. Faisait mettre ses pages nues, les bras chargés de perles, la bouche fardée, une branche feuillue tenue sur le ventre, et organisait ainsi de galantes chasses dans les bois, et les escapades dans les mauvais lieux du port de Londres, où il se colletait avec les portefaix, car il était fort en plus, le gaillard. Ah, quelles belles années de jeunesse Édouard lui devait. J'avais cru tout cela retrouvé en Hugh, mais l'imagination y pourvoyait plus que la vérité, vois-tu, Torscoll. Ce qui rendait Hugh différent de Pierrot, c'est qu'il était d'une vraie famille de grands barons, et ne pouvait l'oublier. Mais si je n'avais pas connu Pierrot, je suis bien sûr que j'aurais été un autre roi. Au cours des interminables soirées d'hiver, entre 2 parties d'échecs, Henri Torscoll, les cheveux couvrant son épaule droite,
Écoutez donc les aveux de ce roi que les revers, l'écroulement de la puissance et la captivité venaient de brusquement vieillir, dont le corps d'athlète semblait s'amollir, dont le visage bouffissait surtout aux paupières. Et pourtant tel qu'il était, Édouard gardait encore une certaine séduction. Quel dommage qu'il eût de si mauvaises amours et cherchait sa confiance en de si mauvais cœurs. Torscoll avait conseillé à Édouard d'aller se présenter devant son parlement, mais en vain. Ce roi faible ne montrait de force que dans le refus. « Je sais bien que j'ai perdu mon trône, Henri, » répondait-il, « mais je n'abdiquerai pas. » Portés sur un coussin, la couronne et le sceptre d'Angleterre s'élevaient lentement, marche par marche, dans l'étroit escalier du keep de Kenilworth. Derrière, les mitres oscillaient et les pierreries des crosses scintillaient dans la pénombre. Les évêques, retroussant sur leurs chevilles leurs 3 robes brodées, se hissaient dans la tour. Le roi, sur un siège qui, d'être unique, faisait figure de trône, attendait au fond du gigantesque hall, le front dans la main, le corps affaissé entre les piliers qui soutenaient des arcs ogives pareils à ceux des cathédrales. Tout ici avait des proportions inhumaines. Le jour pâle de janvier qui tombait par les hautes et très étroites fenêtres ressemblait à un crépuscule. Le comte de Lancastre, la tête penchée, se tenait debout à côté de son cousin, en compagnie de 3 serviteurs qui n'étaient même pas ceux du souverain. Les murs rouges, les piliers rouges, les arcs rouges composaient autour de ce groupe un tragique décor pour la fin d'une puissance. Lorsqu'il vit apparaître par la porte à 2 battants ouverte, puis avancer vers lui cette couronne et ce sceptre, qui lui avaient été amenés pareillement 20 ans plus tôt sous les voûtes de Westminster, Édouard se redressa sur son siège, et son menton se mit à trembler un peu. Il leva les yeux vers son cousin de Lancastre comme pour chercher appui, et Torscoll détourna le regard tant cette supplication muette était insupportable. Puis Orleton fut devant le souverain. Orleton, dont chaque apparition depuis quelques semaines avait signifié à Édouard la confiscation d'une partie de son pouvoir. Le roi regarda les autres évêques et le grand chambellan. Il fit un effort de dignité pour demander « Qu'avez-vous à me dire, mes lords ?» Mais la voix se formait mal sur les lèvres pâlies parmi la barbe blonde. L'évêque de Winchester lut le message par lequel le Parlement sommait le souverain de déclarer sa renonciation au trône, ainsi qu'à l'hommage de ses vassaux, de donner agrément à la désignation de son fils et de remettre aux envoyés les insignes rituels de la royauté. Quand l'évêque de Winchester se fut tu, Édouard resta silencieux un long moment. Toute son attention semblait fixée sur la couronne. Il souffrait, et sa douleur était si visiblement physique, si profondément marquée sur ses traits, que l'on pouvait douter qu'il fût en train de penser. Pourtant, il dit « Vous avez la couronne en vos mains, mes lords, et me tenez à votre merci. Faites donc ce qu'il vous plaira, mais de par mon consentement, point. » Alors Adam Orleton avança d'un pas et déclara « Sire Édouard, le peuple d'Angleterre ne vous veut plus pour roi, et son Parlement nous envoie vous le déclarer. Mais le Parlement accepte pour roi votre fils aîné, le duc d'Aquitaine, que je lui ai présenté, et votre fils ne veut accepter sa couronne que de votre gré. Si donc vous vous obstinez au refus, le peuple sera libre de son choix et pourra bien élire pour souverain prince celui parmi les grands du royaume qui le contentera le plus, et ce roi pourra n'être point de votre lignage. Vous avez trop mis trouble à vos états, après tant d'actes qui leur ont nui. C'est le seul, à présent, que vous puissiez accomplir pour leur rendre la paix. » De nouveau, le regard d'Édouard s'éleva vers Lancastre. Malgré le malaise qui l'envahissait, le roi avait bien compris l'avertissement contenu dans les paroles de l'évêque. Si l'abdication n'était pas consentie, le Parlement, dans son besoin de se trouver un roi, ne manquerait pas de choisir le chef de la rébellion, Roger Mortimer, qui possédait déjà le cœur de la reine. Le visage du roi avait pris une teinte cireuse, inquiétante. Le menton continuait de trembler, les narines se pinçaient. « Monseigneur Orleton a justement parlé, » dit Torscoll. « Et vous devez renoncer, mon cousin, pour rendre la paix à l'Angleterre, et pour que les Plantagenets continuent d'y régner. » Édouard, alors incapable apparemment d'articuler une parole, fit signe d'approcher la couronne, et inclina la tête comme s'il voulait qu'on le ceignît une dernière fois. Les évêques se consultaient du regard, ne sachant comment agir ni quel geste accomplir, en cette cérémonie imprévue qui n'avait point de précédent dans la liturgie royale.
Mais la tête du roi continuait de s'abaisser graduellement vers les genoux. « Il passe !» s'écria soudain l'archidiacre Chandos, qui portait le coussin aux emblèmes. Torscoll et Orleton se précipitèrent pour retenir Édouard évanoui au moment où son front allait cogner sur les dalles. On le remit dans son siège, on lui frappa les joues, on courut chercher du vinaigre. Enfin il respira longuement, rouvrit les yeux, regarda autour de lui, puis d'un coup il se mit à sangloter. La mystérieuse force que l'onction et les magies du sacre infusent au roi, et pour ne servir parfois que des dispositions funestes, venait de se retirer de lui. Il était comme exorcisé de la royauté. À travers ses pleurs, on l'entendit parler. « Je sais, mylord, je sais que c'est par ma propre faute que je suis tombé à si grande misère, et que je me dois résigner à la souffrir. Mais je ne puis m'empêcher de ressentir lourd chagrin de toute cette haine de mon peuple, que je ne haïssais point. Je vous ai offensé, je n'ai point agi pour le bien. Vous êtes bon, mylord, très bon de garder dévouement à mon aîné fils, de n'avoir point cessé de l'aimer et de le désirer pour roi. Donc, je veux vous satisfaire. Je renonce devant vous à tous mes droits sur le royaume. Je délie tous mes vassaux de l'hommage qu'ils m'ont fait, et leur demande le pardon. Approchez. » Et de nouveau il fit le geste d'appeler les emblèmes. Il saisit le sceptre, et son bras fléchit comme s'il en avait oublié le poids. Il le remit à l'évêque de Winchester en disant « Pardonnez, my lord, pardonnez les offenses que je vous ai faites. » Il avança ses longues mains blanches vers le coussin, souleva la couronne, y appuya ses lèvres comme on baise la patène, puis, la tendant à Adam Orleton, « Prenez-la, my lord, pour en ceindre mon fils, et accordez-moi pardon des maux et injustices que je vous ai causés. Dans la misère où je suis, que mon peuple me pardonne, priez pour moi, mes lords, qui ne suis plus rien. » Tout le monde était frappé de la noblesse des paroles. Édouard ne se révélait roi qu'à l'instant où il cessait de l'être. Alors Sir William Blount, le grand chambellan, sortit de l'ombre des piliers, s'avança entre Édouard II et les évêques, et brisa sur son genou son bâton sculpté, comme il l'eût fait pour marquer que le règne était terminé, devant le cadavre d'un roi descendu au tombeau.